Deux temps et deux espaces se sont rejoints le soir du 9 juin. D'un côté, sur la longue durée au niveau mondial, on assiste à l'essor d'une politique d'extrême droite qui accepte l'autorité sous sa forme violente, recherche un ordre reposant sur le ciblage d'ennemis qu'elle considère comme clairement identifiables, minorités internes et immigrés. C'est le cas en Turquie, en Inde, en Russie et aux États-Unis, également en Europe, en Hongrie, en Italie, en Pologne avant la récente victoire de la gauche. D'un autre côté, un geste institutionnel brutal a eu lieu ce 9 juin en France, la dissolution de l'Assemblée nationale après les résultats des élections européennes. Il s'est avéré que 40% des électeurs français avaient voté pour le Rassemblement national ou d'autres partis d'extrême droite. En décidant d'en appeler au peuple pour des élections législatives, le président Macron a bien aussi, semble-t-il, décidé d'offrir sur un plateau le Parlement et le gouvernement français au Rassemblement national. Développons un peu ce double mouvement puis son alternative possible, en laissant les futurs intervenants de cette série le faire à leur manière. Si l'on revient sur cette progression de l'extrême droite au niveau mondial, il est assez clair qu'elle est indissociable d'une autre domination bien établie, celle du néolibéralisme comme théorie économique et politique. Économiquement, le néolibéralisme repose sur la réduction du partage des ressources, la destruction des politiques et des normes sociales protégeant les individus, la diminution drastique des services publics, donc sur l'augmentation considérable des inégalités sociales. Il est si impopulaire par définition qu'il ne peut être qu'imposé, et c'est ainsi qu'il rejoint une configuration politique, celle du gouvernement autoritaire. Mais ici, l'autoritarisme prend également une voie détournée. Le mécontentement vis-à-vis du désastre causé par cette stratégie peut en effet, d'une manière paradoxale mais très efficace, être orienté à son profit en prenant appui sur une tendance populaire à l'inégalité et à l'autorité, une tendance nationaliste qui veut l'ordre, qui veut la discrimination des minorités. Ainsi, une partie de ceux qui souffrent le plus finissent par soutenir le néolibéralisme. Celui-ci s'alimente des crises sociales qu'il provoque en glissant progressivement vers un nationalisme extrémiste qui lui préexiste et qui ne cesse de raviver. Ainsi, l'extrême droite, foncièrement néolibérale, engrange-t-elle des voix, gagnant sur tous les tableaux en se donnant un vernis de politique sociale. Ce mécanisme est celui de la révolution conservatrice, le populisme le plus violent et le plus dangereux qui soit, car il est totalement indépendant des principes de base de l'état de droit et de la démocratie, tout comme généralement des principes de base de la survie et de la vie sociale. Le droit au travail, au logement, à l'éducation, etc. Revenons à cette temporalité bien plus courte et cet espace plus restreint, autrement dit à l'actualité provoquée en France par la dissolution de l'Assemblée nationale. Cet acte présidentiel a été l'un des sommets d'une brutalité qui définissait déjà la gouvernance macronienne et qui se continue depuis. Brutalité du président envers son propre groupe parlementaire, déjà malmené pour arracher sans discussion le vote de certaines lois qu'il n'approuvait généralement pas, telles celles sur l'immigration ou sur la baisse des droits liés à la perte d'emploi. Ce même groupe se trouve maintenant jeté dans une élection qu'il a de fortes chances de perdre. Brutalité du président envers les partis républicains de gauche, diabolisés, taxés d'extrémisme, mis en équivalence avec l'extrême droite. Le 10 juin, au Radour-sur-Glane, Macron a ainsi utilisé une métaphore terrible par ses résonances relevant de la violence militaire ou policière, en disant qu'il avait balancé une grenade dégoupillée dans les jambes de son opposition. Brutalité du président envers ses électeurs de gauche, qui n'ont voté pour lui que pour faire barrage à l'extrême droite, et sont trahis une fois de plus tout en étant eux aussi accusés de complaisance vis-à-vis de l'extrémisme. Brutalité envers le peuple français, appelé la plupart du temps à se soumettre au diktat présidentiel, et soudain appelé à voter en urgence, dans un temps politique si contracté qu'il contracte aussi toutes les tensions sociales, les porte à l'état de crise intense. Dans ce temps si bref, on peut se demander ce qui reste possible sinon les programmes flash, les invectives violentes, les divisions et la caricaturisation que Macron nomme clarification et qu'il est le premier à promouvoir, en utilisant un vocabulaire d'extrême droite contre la gauche républicaine, l'étiquetant d'immigrationnisme par exemple. Enfermer les Français dans le cadre étroit de ces possibilités, c'était le calcul de Macron. Et pourtant, en quelques jours, il s'avérait qu'autre chose était possible et qui échappait à ces calculs. Un accord entre les diverses tendances de gauche, une gauche clarifiant sa propre relation elle-même dans un programme qui œuvre d'une manière transparente à la réparation de la société française, garantit explicitement la lutte contre la violence raciste et antisémite, évite toutes les formes de brutalité. Si Macron pensait cet accord impossible en raison du poids d'une gauche dite extrême incarnée par la France insoumise, il s'est lourdement trompé. Il suffisait que la gauche se retrouve autour du premier article de la Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Des mots qui n'ont rien d'extrême, mais que le deuxième quinquennat de Macron a rendu presque étrange, tellement il a été marqué par la volonté de diviser les citoyens, l'islamophobie, les mesures autoritaires, l'augmentation des inégalités, et jusqu'à la remise en cause des processus d'autonomisation ou d'indépendance des territoires d'outre-mer. Des mots qui sont ceux de la République, et sont devenus presque seulement ceux de la gauche, contre un extrême centre, une droite tentée par l'extrême droite, et l'extrême droite elle-même, ces dernières tendances critiquant les droits de l'homme, concevant la laïcité comme une arme de combat contre les minorités,
confondant démocratie et autorité aussi instable que brutale d'un chef d'État et sacrifiant toute politique sociale au bénéfice des principes néolibéraux et donc aussi de la petite élite d'affaires qui en profite. Le programme du nouveau Front populaire, contrairement à celui de ses adversaires, est laïque, démocratique et social. Rajoutons simplement écologique. Il vise à restaurer les acquis de la République, et parmi eux, une garantie des droits à la retraite et au logement, une protection solide en cas de perte d'emploi, une fonction publique réparée en priorité dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture, un ordre public maintenu sans violence, une condamnation structurée par le droit de l'antisémitisme et du racisme, une protection des minorités nationales ou étrangères, une reprise de la voie de l'émancipation dans les territoires d'outre-mer, une diplomatie orientée vers la paix, d'abord en Ukraine et en Israël-Palestine, une loi de planification énergie-climat, un moratoire pour les projets soupçonnés d'être écocides, tels ceux qui concernent la construction d'autoroutes ou de méga-bassines. Il est devenu clair également, surtout sous Macron, que le premier article de la Constitution était en contradiction avec ce qui suivait, avec l'envergure d'un présidentialisme qui ne garantit pas le respect des critères de l'état de droit. C'est donc tout aussi logiquement que ce programme de gauche prévoit le passage à la 6ème République, revitalisant le pouvoir législatif et la décentralisation. Ceux qui affirment que ce programme est irréalisable économiquement perdent eux-mêmes leur crédibilité en le comptabilisant d'une manière absurde et montrent le peu de respect qu'ils ont de la démocratie sociale inscrite dans la Constitution. D'une part en faisant croire que toute politique sociale est trop chère, d'autre part en mobilisant la peur des investisseurs et des actionnaires, en faisant de cette peur elle-même une menace adressée aux citoyens électeurs. Ceux qui affirment que ce programme est extrémiste n'ont aucun respect pour la démocratie, puisqu'ils considèrent toute opposition au gouvernement comme extrême, et ils n'ont aucun respect pour sa dimension sociale, mise sur le même plan que la politique raciste de l'extrême droite. Ceux qui, d'une manière bien plus légitime, s'inquiètent du discours parfois lui-même brutal de la France insoumise, partie prenante du nouveau Front populaire, méritent bien plus une réponse. La France insoumise entend s'adresser aux gens, également aux victimes de la politique néolibérale, tentée par l'extrême droite et votant pour elle. Le risque, c'est alors de franchir une ligne rouge, celle consistant à utiliser des formules qui visent à faire revenir à gauche un ancien antisémitisme populaire qui avait glissé vers l'extrême droite. En aucun cas cette ligne doit être franchie. En aucun cas ces formules antisémites ne sont excusables. Mais il faut distinguer ici les fautes individuelles, aussi graves soient-elles, et la politique d'un parti. Dans la mesure où l'antisémitisme est répandu dans l'ensemble de la société française, aucun parti n'en est indemne, et surtout pas ceux qui utilisent leur islamophobie comme garantie de lutte contre l'antisémitisme. Donc on peut ici se fonder sur quelques principes clairs. LFI dans son programme a toujours été en lutte contre l'antisémitisme et le racisme, et rejoint logiquement un programme de nouveau Front populaire qui affirme la priorité de cette lutte. D'autre part, voter aux législatives, c'est voter pour des candidats locaux, et cela devient possible dès que ceux-ci ou celles-ci n'ont fait preuve d'aucune indulgence envers l'antisémitisme. Le groupe parlementaire qui en résultera, à gauche, sera évidemment en lutte contre l'antisémitisme et le racisme. En revanche, laisser passer l'extrême droite, c'est favoriser une longue tradition antisémite de droite. Et voter pour le centre, c'est tenter d'oublier que c'est ce centre qui ne cesse de galvaniser cette montée de l'extrême droite. Je conclus ce point en citant une tribune d'Ariel Halimi et Vincent Lemire, parue dans Le Monde. Je cite, « Il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste instrumentalisé par certains membres de la France insoumise et l'antisémitisme fondateur, historique et ontologique du Rassemblement national qui défend la préférence nationale, dénonce les ressortissants binationaux et attaque l'anti-France, entre guillemets, depuis toujours et avec constance. » Je continue la citation. « Le premier, nous devons le combattre pied à pied, programme à l'appui, sans baisser les yeux, en prenant les électeurs à témoin pour démontrer que l'antisémitisme est la négation même de nos valeurs communes. Le second, nous devons le battre, dans les urnes et dans l'urgence, pour éviter que la France ne renie son identité républicaine en renouant avec les pires pages de son histoire. » Fin de cette citation de cette tribune. Voilà pour l'introduction. Engagée peut-être, mais si peu engagée puisqu'elle ne fait que soutenir une politique démocratique, laïque, sociale, et s'inquiéter du danger qu'elle court, en France et dans le monde. Il ne nous reste plus qu'à laisser la parole aux intervenants de cette série, philosophes, spécialistes des sciences humaines, militants, français ou non, pour mieux saisir le double processus, l'un mondial, l'autre français, qui favorise la montée actuelle de l'extrême droite, et pour mieux savoir comment le contrer. Et tout autant pour évaluer les alternatives, celles en France d'un nouveau Front populaire, ou celles qui se trouvent ailleurs.